Bonsoir à tous, bienvenue au forum de lancement de la concertation d'Amédée Sud, donc sur l'aménagement du quartier. Nous remercions les personnes qui sont présentes en ligne, en direct, et aussi qui sont présentes à l'AMECA ce soir. Je m'appelle donc Marie Verbruch, je serai l'animatrice de la concertation. J'ai été mandatée par l'EPA Bordeaux Euratlantique. Peut-être sur l'ordre du jour de la réunion d'ici 20h. Donc on aura un mot d'introduction par Pierre Urmic, donc maire de Bordeaux qui est parmi nous et président de l'EPA. Un mot d'introduction par Valérie Lassec, qui est directrice générale de l'EPA, qui est à côté de lui. Ensuite, on aura un temps donc, pour faire connaissance. Un temps de présentation du projet et de la concertation. On va essayer d'avoir 15 minutes de questions-réponses en plénière avant de passer, pour ceux qui sont en salle, aux expositions stands qu'on installera au fond de la salle. Et on conclura donc le forum à 20h. Donc je donne la parole à Pierre Urmic, maire de Bordeaux, pour l'introduction. Merci, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bonjour également à ceux qui suivent cette première réunion en ligne depuis chez eux. Je voudrais dire, dans mes propos introductifs, essentiellement aborder deux points. Le premier point concernera la démarche et l'esprit que je souhaite que cette nouvelle concertation adopte. Et la deuxième, je me permettrai quelques mots, quelques commentaires sur le projet urbain tel qu'il vous est aujourd'hui présenté. Alors, le premier mot sur la démarche, ou plus exactement peut-être sur l'esprit de cette concertation. Alors, cette concertation, pourquoi a-t-elle lieu? Il s'agit d'une nouvelle concertation sur un nouveau projet, simplement parce que j'avais souhaité, l'an dernier, lors de la précédente concertation menée sur une première version du projet, Amédée, j'avais demandé à ce qu'il soit arrêté, car je considérais qu'il n'avait pas recueilli suffisamment d'avis favorables, c'est-à-dire que l'acceptabilité sociale du projet présenté ne me paraissait pas au rendez-vous et que donc il convenait de présenter un nouveau projet. Toujours dans cet état d'esprit de la concertation, je souhaiterais faire deux recommandations. Une à destination de l'EPA, une à destination des Bordelaises et Bordelais, et donc votre destination, vous qui avez l'intention de participer, de vous investir, je l'espère en tout cas, dans cette concertation. Donc, ce que j'attends de cette concertation au niveau de l'EPA, c'est une mobilisation importante des équipes de l'EPA pour recueillir l'avis le plus précis possible des habitants sur le projet, et que le projet puisse être ouvert et que le projet puisse accueillir des idées qui ajouteraient, qui apporteraient un vrai plus au quartier et qui pourraient être intégrés au projet, et ce, on aura l'occasion d'en reparler peut-être, tout en respectant l'équilibre du projet, mais un projet en tout cas amendable, enrichi des résultats de cette concertation. Ce que j'attends par contre des habitants, des Bordelaises et des Bordelais qui participeront activement, je l'espère, à cette concertation, c'est d'abord qu'ils soient le plus nombreux possible, que la concertation puisse travailler, s'effectuer en bonne intelligence avec l'établissement public. Je constate, comme vous, peut-être que les délais ne sont pas très longs, c'est-à-dire 3 semaines de concertation, mais qui doivent être compensés, à mon sens, par le fait que cette concertation doit reposer sur des formats variés, denses, pour que chacun puisse se saisir de cette occasion pour exprimer son avis. Personnellement, moi je crois naturellement aux vertus de l'intelligence collective. Je suis persuadé qu'on arrivera à faire en sorte que chacun s'écoute, que chacun puisse prendre en compte les contraintes globales de l'autre, du partenaire, que les propositions soient créatives, inventives, et dans ces conditions-là, je pense qu'on peut arriver à boucler, arrêter ensemble un projet dont, je le redis, l'acceptabilité sociale me paraît être un des critères. Un mot sur le projet urbain, ou quelques mots sur le nouveau projet urbain retravaillé tel qu'il est aujourd'hui soumis à la concertation.
Donc, il s'agit d'un projet, je dis, qui a été retravaillé par la SNCF et par l'EPA Euratlantique, suite aux remarques des habitants, suite à la première concertation, et, il faut le dire, aux exigences posées par la nouvelle équipe municipale. Et je souhaite rappeler plusieurs éléments importants pour être tout à fait transparent et le plus transparent possible vis-à-vis de vous. Première observation, il faut que vous sachiez que le secteur Amédée-Saint-Germain avait fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'EPA et la SNCF, validé par l'ancien maire de Bordeaux en 2019, et ce qui contraint, j'aimerais que vous l'entendiez aussi, ce qui contraint fortement nos marges de manœuvre, en particulier sur le plan financier, car tout changement apporté par rapport au projet initial arrêté et bouclé en 2019 a des incidences financières dont il faut tenir compte. Deuxième observation, je veux dire que la SNCF doit construire son nouveau siège social, car l'actuel est délabré, ce qui est problématique pour les salariés qui seront relogés sur le site, ça me paraît important de le préciser, mais cette urgence du nouveau siège social qui doit être réalisé rapidement, cela contraint fortement le projet du quartier. Alors, en prenant en compte ces contraintes, la ville de Bordeaux s'est investie dans le projet pour qu'il soit intégré ce qui me paraît être des évolutions notables par rapport au projet initial. D'abord, il y a un parc qui est plus généreux et qui, au cours de la concertation, sera conçu avec les habitants et tout en faisant en sorte que ce parc puisse sortir de terre, c'est le cas de le dire, le plus rapidement possible, et ce, avant les constructions. Je vous le dis, le parc va faire environ 1,2 hectare, c'est quand même une avancée. Alors, pour certains, c'est jamais assez. On pourrait rêver d'un parc beaucoup plus grand, mais compte tenu des contraintes que j'avais signalées préalablement, considérons que le parc est en tout cas beaucoup plus généreux que celui qui avait été initialement proposé dans le cadre du précédent projet. Il y aura également des axes végétalisés permettant de relier le quartier jusqu'à la Garonne. Je veux insister aussi sur le fait que la constructibilité du site diminue. Et propose notamment une offre de logements locatifs sociaux dont la ville de Bordeaux a fortement besoin, en particulier dans ce quartier qui en est très dépourvu, mais aussi de logements en accession sociale pour proposer des logements accessibles aux Bordelais qui n'arrivent plus à acheter à Bordeaux, tant cette ville, vous le savez comme moi, est devenue chère. Il faut éviter à tout prix, bien sûr, une bétonisation massive qui fait en général fuir les habitants des villes et les pousse vers le périurbain, qui détruit aussi nos espaces naturels. Il faut une densité désirable, une densité co-construite avec les habitants, comme le préconise le label du bâtiment frugal bordelais, qui sera adopté à l'occasion de ce projet et qui vise à développer une vraie qualité de logement et à concerter les habitants en amont de tout projet. Il faut également des équipements et services pour le quartier. Il faut aussi l'intégration des prescriptions, je le disais, du label bâtiment frugal bordelais pour avoir des logements avec plus de qualité et des bâtiments avec notamment des matériaux locaux, des matériaux biosourcés pour en finir avec l'époque du tout béton. Il faut faire en sorte également que le front bâti de la rue Amédée Saint-Germain soit diminué, soit plus poli vis-à-vis du quartier. Il faut également veiller à la conservation, à chaque fois que possible, des bâtiments existants. Donc voilà, ça c'est un certain nombre de points sur lesquels nous, Ville de Bordeaux, et moi, maire de Bordeaux, j'entends être particulièrement vigilant. Et je terminerai mon propos introductif en vous indiquant que la Ville de Bordeaux a déjà acté de financer le surcoût lié à ce nouveau parc de 1,2 hectare, je disais, tel qu'il va vous être proposé dans ce projet revu. La ville considère en effet que cet agrandissement est totalement nécessaire pour le quartier et également plus globalement pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préalable. Donc maintenant, il me reste à vous souhaiter une bonne concertation et je vais redonner la parole à l'EPA Euratlantique et à Planète Citoyenne pour la présentation
que je souhaite bien sûr concise pour laisser un maximum de place aux échanges que vous pourrez avoir au sujet de ce nouveau projet. Voilà les quelques mots introductifs que je souhaitais partager avec vous. Et je vous donne la parole, Madame la directrice. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ce projet d'aménagement sur le secteur d'Amédée Sud, c'est le premier dossier, Monsieur le maire, que vous m'avez confié à mon arrivée au mois d'août dernier. Et il me tient vraiment à cœur ce soir de vous donner tous les éléments d'information dont vous allez avoir besoin pour participer activement à cette concertation, pour comprendre le contexte dans lequel on intervient, nos modalités d'intervention et décortiquer autant que possible la complexité qui se cache derrière finalement les évolutions de ce projet. Vous m'avez demandé, Monsieur le maire, hein, de vous présenter un projet renouvelé qui tienne compte des attentes fortes qui ont été exprimées pendant la concertation de 2021. Mais sans compromettre, vous l'avez indiqué également, les engagements contractuels qui nous lient à nos partenaires SNCF. Et c'est donc ensemble, avec les équipes de la SNCF et les équipes de l'EPA, que nous avons travaillé depuis l'été à mobiliser la maîtrise d'œuvre urbaine qui est mandatée par la SNCF et qui est présente ce soir, nos équipes, les collectivités partenaires, pour revenir devant vous ce soir avec une nouvelle proposition et un projet meilleur. Meilleur au sens où il doit répondre à vos attentes. Et effectivement, vous en avez exprimé certaines. Le maire de Bordeaux les a relayées et vous les a réexpliquées ce soir. Pour autant, meilleur, ce ne sera pas parfait. Et parce que tout n'est pas possible, et donc on va travailler sous contrainte de ces engagements qui voilà, nous lient et sur lesquels effectivement on ne peut pas complètement revenir. Donc j'espère que vous en conviendrez, et effectivement je n'ai aucun doute sur le fait qu'avec nos échanges sur les 3 prochaines semaines dans un premier temps, mais ensuite pendant toute la vie du projet, on puisse travailler conjointement à l'améliorer, ce projet, à faire que ce projet vous l'appropriez et que cet espace d'Amédée Sud ce soit bientôt le vôtre. Je voulais aussi vous redire que je n'ai aucun doute sur le professionnalisme des équipes, sur l'expertise qui sera mise au service de ce projet, que ce soit au sein des équipes de l'EPA, des équipes d'espace ferroviaire et de la maîtrise d'œuvre. C'est un travail particulier, c'est un travail précis, qui engage la responsabilité de l'établissement public. En tout cas, la sincérité de la démarche qui m'anime, moi, depuis mon arrivée en tant que directrice de cet établissement public, elle sera à la hauteur des exigences de ce territoire, et c'est effectivement comme ça que je conçois le mandat qui est le mien aujourd'hui. Alors pourquoi on revient vers vous aujourd'hui précisément? D'abord parce que je m'y suis engagée devant le maire de Bordeaux, le président de l'EPA et devant mon conseil d'administration. C'est-à-dire l'ensemble des élus du territoire qui organisent la gouvernance de l'établissement public, qui est au service de ce territoire, donc avec les services de l'État, partenaires de ce projet Bordeaux-Atlantique. Et je le fais aussi parce que c'est à titre personnel une vraie conviction, hein, que pour vivre heureux, il ne faut pas vivre caché, et que cette information, cette association vous la doit. Ça fait partie effectivement des convictions qui nous animent de faire mieux notre travail en vous associant davantage. C'est vous qui allez vivre dans ce quartier, tous ceux qui vous y rejoindront, et l'intérêt pour nous, c'est que vous viviez bien ensemble. Donc notre travail en l'occurrence, c'est de construire des nouveaux quartiers sur des friches ferroviaires en étant attentif à ce que ce soit vraiment des quartiers durables, donc au sens où ils vont durer dans le temps et au sens où ils vont effectivement prendre en compte les enjeux environnementaux qui sont de plus en plus prégnants et dont on a évidemment conscience. Le maire de Bordeaux nous le rappelle quasi quotidiennement. Et donc ça fait partie évidemment des impondérables auxquels on est confronté et attentif. Alors je sais aussi à quel point les perceptions qui sont les vôtres peuvent être différentes. Les points de vue vont être divers, les aspirations qui sont les vôtres, elles sont différentes, selon vos moyens, selon vos âges, selon vos parcours résidentiels, selon vos aspirations à vivre ici, et selon les activités que vous souhaiterez pratiquer pour vous, pour vos enfants. Et donc c'est toutes ces aspirations qu'on se propose d'entendre, de prendre en compte et d'associer à nos réflexions.
Et donc cette concertation, c'est un temps pour engager, imaginer le fonctionnement du parc dans le quartier d'Amédée Sud, choisir le scénario d'aménagement que vous allez souhaiter retenir. Et je le redis, hein, cette phase de concertation, elle est courte parce qu'elle s'inscrit dans ce timing du projet, mais elle en préfigure d'autres. À chaque étape clé d'avancement du projet, on organisera des réunions publiques, des moments d'association des habitants, une participation citoyenne. Et c'est finalement le début d'un accompagnement en long cours qu'on vous propose sur Amédée Sud et qu'on vous propose d'une manière générale sur tous les nouveaux quartiers d'Euratlantique. Et je sais que Fadia Karam, pour la SNCF, partage cette préoccupation et l'organisera très bien à nos côtés tout au long de la vie du projet. On va passer à la partie donc faisons connaissance. On voulait vous présenter qui est autour de la table, donc je donne la parole à Fadia Karam. Avant de passer la parole à Mme Karam, on m'a fait signe qu'au niveau de la superficie du parc, quand je me suis exprimé, je n'avais pas été très clair. C'est bien 1,2 hectares environ la superficie. Voilà, je ne voudrais pas. On m'a fait signe que ça n'avait pas été clair. Donc ma langue a peut-être fauché. Donc je veux bien le dire, c'est environ 1,2 hectares. C'était les chiffres qu'on avait déjà initialement annoncés. Enfin, quant à nous. Voilà, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire, Madame la directrice générale. Bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, aujourd'hui, en tant que directrice de développement d'SNCF Immobilier qui travaille pour les propriétaires fonciers, mais aussi en tant que directrice générale d'Espace Ferroviaire, la filiale de la SNCF qui œuvre pour la transformation des fonciers qui n'ont plus d'utilité, d'activité ferroviaire, à les transformer, à les réancrer dans les territoires. Donc je suis avec vous et je partage complètement ce que disait Valérie dans cette conviction qu'on porte dans le dialogue avec les riverains dans le cadre des fabrications urbaines. Donc tout d'abord SNCF, on ne va pas en faire son histoire, mais c'est un acteur public très engagé sur le territoire, hein, en tant que propriétaire foncier, donc 26 hectares ont été cédés en 2014 pour permettre de créer du développement du territoire, du logement, de l'économie, mais aussi de créer des espaces verts. Mais aussi c'est un exploitant qui a des activités tertiaires, des activités industrielles qui sont vieillissantes, qui appellent aujourd'hui un vrai besoin d'optimisation de ces équipements, de ces structures, un travail de modernisation et de regroupement et surtout créer des conditions de qualité pour les occupations de ces salariés dans les locaux qui parfois appellent des investissements très très importants. Et c'est pour ça, on ouvre ce travail bien sûr avec vous et sur d'autres fonciers parce que c'est un ensemble de regroupements, d'entités qui est à regarder et d'où la nécessité qu'on trouve un équilibre global dans tous ces mouvements. Donc des besoins réels nécessaires pour l'activité qui nécessitent des investissements importants, mais aussi on a ICF Habitat qui est un acteur très investi dans le territoire aussi, qui a besoin de rénover son patrimoine, de créer une nouvelle offre de logement libre, de logement social aussi en grande partie, qui doit investir sur certains patrimoines qui sont quasiment obsolètes maintenant, d'où la question prise de hauteur de dire on fabriquons une nouvelle offre pour reloger ces gens existants dans leur patrimoine au lieu de réinvestir sur des bâtiments très vieillissants qui ne seront jamais à la hauteur de la qualité d'habitat qu'on viserait. Et donc, Espace Ferroviaire, je vous ai parlé, le dernier maillon, qui est l'opérateur de transformation urbaine de ces quartiers qui se libèrent après les reconstitutions. Et donc, on est engagé dans une démarche de très haute qualité de fabrique urbaine dans les différentes métropoles là où on travaille. On œuvre avec les collectivités pour trouver les bonnes solutions. Les bonnes solutions, ça veut dire les solutions qui sont justes, qui sont équilibrées, qui sont des solutions d'écoute aussi aux attentes et qui sont le fruit d'une collaboration étroite. C'est pour ça ce qu'on va présenter aujourd'hui est le fruit d'un travail depuis plusieurs mois. Je remercie aussi mes équipes qui ont été très investies et les équipes de l'EPA et nos maîtrises d'œuvre qui ont travaillé avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup de respect aussi par rapport à tout ce qu'ils ont pu entendre dans les réunions publiques
qu'on a pu avoir avec vous, et on espère qu'aujourd'hui on vous présente des solutions satisfaisantes qui sont justes et équilibrées entre qualité et capacité de faire. Merci de votre participation. Merci. Je vous propose à la salle du coup c'est de vous poser une question, et pour ceux qui sont en ligne, vous avez un questionnaire auquel vous pouvez répondre. Donc la première question, vous allez pouvoir lever la main. Est-ce que vous habitez ou vous travaillez sur la rue Amédée-Saint-Germain? Donc si vous êtes aux alentours de la rue Amédée-Saint-Germain, vous pouvez lever la main. On voit qu'on en a plusieurs. Donc vous êtes 50 en présentiel et 43 en ligne. Ceux qui sont de Bordeaux Sud, aussi pas mal, une dizaine, quinzaine de personnes de Bordeaux Sud. Oui, enfin Bordeaux Sud en dehors du quartier Amédée Saint-Germain, c'était sous-entendu, pardon. Ceux qui seraient de Nantes-Souty, Saint-Genès, une personne. D'autres quartiers de Bordeaux? Non. Et puis de Bègle ou d'autres villes de... Alors on a de Bègle, 2 personnes de Bègle. Et en ligne, je vais pouvoir vous dire les résultats en direct. Si vous avez tous voté, j'ai que 9 personnes. Alors je vérifie. 10 personnes qui ont voté. Donc je sais qu'on était à 60% de personnes qui étaient riveraines de la rue Amédée-Saint-Germain, 30% de Bordeaux Sud et 10% donc de Bègle, ce qui est à peu près représentatif. Et l'autre question qu'on avait à vous poser ce soir, êtes-vous un habitant? Donc vous pouvez lever la main. Est-ce que vous venez en qualité d'habitant? Donc on a une majorité d'habitants. Est-ce qu'il y a des associations qui sont présentes? Comité de quartier, on me dit. Ok. Donc il y a aussi une quinzaine de personnes. Est-ce que vous êtes commerçant? Donc on a 3 commerçants, pardon. Et est-ce que vous êtes une entreprise ou un salarié? Aussi. 2 personnes. Et en ligne, donc j'ai 15 réponses maintenant. On a 100%, 17, pardon. Ça s'actualise en même temps, 19. Ok. Bon, à 100% d'habitants. Donc pour la suite de la présentation, on va vous présenter le quartier Amédée Sud et puis le projet Retravailler. Comment ça va se passer? Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va avoir une présentation donc, qui va être faite par les différents intervenants. Vous pouvez réagir dans la salle ou depuis chez vous pour poser vos questions pendant la présentation, en vous connectant donc, sur l'adresse qui est affichée, concertation-euratlantique.fr. Vous vous inscrivez et puis vous pouvez poser votre question. Il y a un temps de questions-réponses un peu généraliste qui vous sera proposé d'une quinzaine, vingtaine de minutes. On ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Et une synthèse des questions du chat et quelques interventions au micro seront réalisées en présentiel. Et ensuite, on partira, donc, pour ceux qui sont en salle, autant donc de stands qui vous sera proposé, donc vous pourrez échanger plus librement avec chacun des intervenants qui est présent ce soir. Donc il y aura 3 stands, un stand sur la concertation où vous pourrez poser vos questions et vous inscrire, un stand sur le projet Amédée Sud, Amédée Centre, Amédée Nord, si vous avez des questions de manière générale, et un stand plutôt sur les scénarios d'aménagement qui vont vous être présentés tout de suite. Pour ceux qui sont en ligne, il y aura le questionnaire qui va être mis en ligne dans la foulée et vous pouvez le retrouver sur Bordeaux-Euratlantique pour nous donner votre avis également en direct. Je donne la parole du coup à l'EPA. Oui. Alors, vous pourrez lever la main, et si vous avez des questions pendant l'intervention, vous pouvez passer par la plateforme. Mais sinon, on fera des questions à la main levée de manière traditionnelle. C'est plutôt que pendant la présentation, on va laisser la parole et on aura un temps dédié aux questions-réponses ensuite. Alors sur la présentation, comme vous êtes majoritairement, très majoritairement du quartier, je ne vais pas vous assommer d'informations sur le contexte, sur où ça se passe
et où, comment les choses s'organisent. Mais je voulais simplement resituer d'abord les objectifs de l'EPA au sein de l'OIN et où est Amédée Sud finalement dans l'OIN et dans la ZAC Saint-Jean-Belsier, qui a été le premier, finalement, la première partie des opérations qui ont été menées. Avec l'objectif important, et on l'a déjà dit, mais c'est vraiment de lutter contre l'artificialisation des sols, et on va désimperméabiliser sur ce secteur. Limiter l'usage de la voiture et donc forcément travailler des fonciers à proximité de la gare ferroviaire, c'est un des atouts fondamentaux de ce quartier, et c'est tout l'intérêt de reconquérir ces friches ferroviaires pour pouvoir proposer une offre de logement correspondant aux attentes des habitants. Et avec les logements, sur la slide d'après, on voit bien effectivement qu'il y a toutes les composantes finalement du vivre en ville auxquelles on est attentif, avec ces enjeux de végétalisation qui forcément sont importantes, les mobilités douces pour privilégier les déplacements en vélo et à pied à travers un mail qui est sécurisé, les logements pour tous, et donc avec cet équilibre entre le logement social, le logement avec une accession abordable ou le logement libre, et puis tout ce qui fait la vie finalement quotidienne, les équipements publics, les services, les commerces de proximité, et tout ce qui finalement à moins de 300 mètres à pied doit être accessible pour qu'on vive bien. Et donc ça, c'est vraiment ce qui compose à chaque fois les équilibres programmatiques des quartiers sur lesquels on travaille. Un petit focus sur le niveau de verdissement de la ZAC Saint-Jean-Belsier. C'est aussi pour vous donner un ordre de grandeur de ce qu'il y avait avant l'intervention de l'EPA et de ce qu'il y aura après. On va passer de 3 hectares d'espace vert public à 18 hectares d'espace vert public à l'échelle de la ZAC. Ce qui est considérable en fait. On a un rattrapage effectif qui est permis par cette opération d'ensemble et la façon de travailler en ZAC qui permet de financer ces équipements et ces espaces verts. Et c'est à ça que l'établissement public d'aménagement doit servir. Quand on regarde à l'échelle finalement de ce projet, ce qu'on essaye de faire sur Saint-Jean-Belsier, c'est de relier la Garonne à tous ces secteurs. Et là, on est sur l'avant-garde avec la possibilité qui est quand même assez inédite finalement de relier la Garonne à travers tout un mail doux, végétalisé, depuis Amédée Sud jusqu'à la Garonne. Et c'est ce à quoi on va s'employer, en retravaillant toutes les circulations autour sur le secteur d'Amédée, mais aussi sur le parvis de la gare, en étant très engagé sur une végétalisation qui aujourd'hui fait encore défaut. Sur Amédée Sud, vous connaissez du coup ces terrains ferroviaires qui sont aujourd'hui la situation actuelle. Vous reconnaissez les logements ICF dont on a déjà parlé. Le bâtiment de la cantine qui est l'emplacement du futur parc dont on parle ce soir, et les locaux de l'ASPOM qui sont hors ZAC mais qui sont importants pour la vie du quartier également. Je voulais aussi revenir sur le temps du projet qui est toujours un temps long et on a travaillé par phase, et depuis 2012 finalement on a ce projet qui est en gestation depuis le début de l'opération d'intérêt national, et avec différentes étapes qui ont permis des ateliers, des contributions écrites, un premier travail en 2013 et un nouveau travail en 2021 avec cette concertation et l'expression des attentes qui ont été les vôtres, qui nous ont amenés à retravailler fin 2021 pour vous présenter aujourd'hui, en ouverture de cette concertation, l'état de l'art et la manière dont on vous propose ce projet renouvelé. Et je l'ai dit et je le répète, la concertation, elle va continuer dans les mois à venir au fur et à mesure de l'avancement de ce projet. En 2021, il y a eu plusieurs réunions publiques, on a eu une forte participation et l'essentiel des contributions apportées sur ce secteur. Donc on sait à quel point effectivement ces attentes sont importantes, elles ont été exprimées de manière concordante et on les a évidemment entendues, et donc la demande était d'avoir un parc d'un seul tenant. Vous allez avoir un parc d'un seul tenant. Il fera 1,1 à 1,2 hectares, mais aujourd'hui c'est très... on chiffrera précisément et sur les plans au fur et à mesure de l'avancement du projet.
En tout cas, l'objectif a été fixé à 1,2 hectare et c'est effectivement finalement plus de la moitié de la surface de 2,2 hectares de ce secteur d'Amédée Sud. Donc au final, le parc sera plus grand que la surface bâtie sur ce secteur. Donc si on en vient au projet retravaillé en tant que tel, la commande qui a été la nôtre, c'est de travailler conjointement avec l'ensemble des partenaires à entendre du coup ces demandes, retravailler un projet pour proposer différents scénarios possibles compte tenu des contraintes qu'on expliquait tout à l'heure, et d'ouvrir cette phase de concertation aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Alexandre pour détailler à la fois là où on vient et là où on va à partir de maintenant. Oui, merci Valérie. Depuis le printemps dernier, donc nous nous sommes basés sur les retours de la concertation précédente à travers des synthèses que nous avions établies et en nous appuyant sur les demandes de Monsieur le maire et les recommandations de notre conseil d'administration pour reprendre les études. On s'est appuyé sur les équipes de la SNCF, sur les équipes de paysagistes, de Phytolab et d'urbanistes de Guller ici présentes pour essayer de reprendre ces études à travers un calendrier assez serré, puisque depuis l'été dernier, nous avons eu pas mal de réflexions qui nous a amené à travailler d'abord avec les élus de Bordeaux et en particulier Monsieur le maire, ensuite de proposer à notre conseil d'administration ces possibilités qui nous a mandatés pour venir vous voir aujourd'hui et reprendre cette concertation sur la base de ce travail. Concrètement, tout le travail effectué a consisté à partir de la... Ah oui, pardon. Partir du scénario initial contractuel que nous avions avec la SNCF, qui était un quartier mixte minéral autour d'une place, et de regarder comment on allait atteindre le plus grand parc possible tout en respectant les différents équilibres programmatiques, équilibres économiques et équilibres partenariaux, puisque le PA n'est finalement qu'un réceptacle de différents partenaires. Et donc autour de cet objectif prioritaire d'augmentation de la taille de l'espace vert le plus central, le plus fédérateur possible sur ce territoire, comment on arrive quand même à maintenir des objectifs de construction de logements, de construction d'immeubles d'activité pour la SNCF, puisque tout ça est quand même issu de leur propre logique de requalification de leurs espaces de travail, mais aussi apporter les services qui vont permettre la vie autour de tout ça. Concrètement, autour de ces objectifs, ça nous a permis d'atteindre cette surface de 12 000 m², 1,2 hectares, soit plus de 50% de l'espace disponible sur Amédée Sud pour la création d'un parc qui va permettre de distribuer les constructions autour, mais aussi de s'ouvrir sur le quartier existant. C'est-à-dire que dans les commandes que nous avions passées et que l'agence Guller va vous présenter, c'était comment à la fois ce parc soit le plus grand possible, mais comment il s'ouvre le plus possible sur le quartier existant. Nous avions émis l'objectif que, si possible, plus de 50% du linéaire de ce secteur sur la rue Amédée soit ouvert sur le parc et qu'il n'y ait pas de vis-à-vis du quartier existant. On leur a aussi demandé comment ils pouvaient réajuster les hauteurs des bâtiments pour essayer là aussi de marquer le coup et de baisser le vis-à-vis immédiat sur la rue Amédée. Et ça nous a amené à préciser, à amender, à renégocier d'ailleurs avec la SNCF certains éléments d'équilibre de notre protocole qui, au-delà du fait qu'ils mettent à disposition plus d'espace pour faire le parc, et ça a été une discussion entre nous, on peut le dire, et ça a pris un certain temps, nous a amené aussi à limiter le nombre de constructions avec une baisse sensible des constructions prévues à cet endroit. Donc, ce que j'essaie de vous évoquer, c'est tout le principe, tout le process partenarial que nous avons mené ces derniers mois, qui ont permis de mener cette commande et que l'agence Guller va vous présenter en termes de traduction de projet.
Bonsoir, je suis Laure Brusset, je travaille pour Guller aux côtés de SNCF Immobilier et on va vous présenter du coup les deux scénarios qui vont se décliner en plusieurs variantes. Ah, super. Excusez-moi. Donc vous avez déjà vu cette planche et elle montre bien que le quartier Amédée Sud, qui est au bout de la lentille, est dans cette grande continuité qui mène ce quartier à la gare et à la Garonne. Ce grand parc va venir faire la transition entre le quartier des Échoppes et le réseau ferroviaire et le paysage ferroviaire. Il est bordé par des logements de part et d'autre et en fond, vers le réseau ferré, par des bureaux qui vont offrir une protection acoustique à ce secteur. Oui, c'est vrai, c'est moi qui... Non, ça va, je te remercie. Ce que vous voyez ici, ce sont les deux scénarios. Et la grande évolution, une des grandes évolutions, c'est évidemment ce que vous voyez, la grande tache verte, qui est encore indéfinie, parce que vous allez nous aider à la définir, s'ouvre très grandement sur la rue Amédée, selon les scénarios, entre 50 à 70% du linéaire sur la rue Amédée est ouvert sur ce parc. Ce parc, donc, qui vient venir faire cette transition entre la rue Amédée, qui est légèrement plus haute que le terrain naturel qui est sur ce secteur. Et donc, on va descendre progressivement vers les voies ferrées dans ce grand parc. Les hauteurs bâties des logements le long de la rue Amédée ont été réduites à R+3 et à TIC, ce qui permet d'avoir un vis-à-vis plus respectueux vis-à-vis des logements qui sont de l'autre côté de la rue. Et en même temps, ce que vous voyez aussi là, c'est que ces logements, mais aussi le tertiaire, les bureaux qui sont tout en bas du plan, le long des voies ferrées, viennent s'inscrire dans la grande trame d'Amédée Centre, qui est définie par ces deux grandes rues, la rue de Compagnie du Midi et la promenade des Cheminots, qui permettent des vues sur le lointain et qui sont conservées dans les deux scénarios. Alors pas forcément par un non bâti, mais ça peut être des vues sur le lointain au-dessus du bâti, un bâti bas par exemple sur le deuxième scénario que vous voyez à l'écran. Les logements en rez-de-chaussée, dans les deux scénarios, je vais me remettre sur les deux en fait. Dans les deux scénarios, seront animés par ce qu'on appelle le SS, que Alexandre vous présentera tout à l'heure. Et les bureaux que vous voyez là ont un socle bas, végétalisé, qui vient aussi agrandir la perception du jardin. Les cœurs d'îlots, la grande différence entre les deux scénarios, c'est l'ouverture sur la rue, qui est légèrement différente. Le premier scénario vient dans le prolongement des rues, excusez-moi, rue Lamotte et la rue d'Aubidet. Et le deuxième scénario, lui, s'ouvre un peu plus sur la rue Amédée, à travers, entre autres, un lot privé. Ce qui est représenté, ce que vous voyez sur le plan, il y a deux verres. Un verre qui est l'espace du parc, qui est public, et un verre plus clair qui correspond au cœur d'îlots qui seront plantés et qui viennent agrandir, selon les scénarios, la perception du parc. Je me remets sur le premier scénario. Ce premier scénario, les îlots qui viennent border le parc viennent définir une gradation un peu plus fine par rapport au scénario 2 entre la rue et le parc. Je dis ça parce que vous voyez à droite du plan, il y a un îlot avec des logements qui sont représentés en bleu, les bureaux aussi d'ailleurs, mais des logements qui forment une sorte de L et une petite placette qui est définie par ces logements. Cette petite placette va permettre de descendre progressivement dans ce jardin
Et le rond que vous voyez en bas représente le grand marronnier, peut-être que vous êtes familier avec cet arbre, qui est conservé. Ces îlots permettent, la disposition du bâti permet des vues vers le lointain et en même temps biaisent. Si on prend l'îlot qui est tout à droite, on passe d'une gradation, on va dire, une certaine gradation d'un domaine public vers un domaine privé, tout en gardant une vue vers le jardin et la cantine qui est conservée et qui vient offrir à ce parc un fond respectueux de l'histoire du quartier, de ce quartier, de ce quartier ferroviaire. Le deuxième scénario, lui, ouvre plus les cœurs d'îlots sur le jardin. Je le répète, ces cœurs d'îlots seront plantés. Il y a des parkings en dessous, mais ces parkings ne sont pas, c'est pas une énorme nappe de parking sur l'ensemble, et permettront d'avoir des poches de pleine terre qui permettront d'avoir des arbres de grand développement et qui seront visibles dans les deux scénarios depuis le parc. Et offriront évidemment qualité aux logements qui sont majoritairement traversants et avec des terrasses et des espaces, des balcons, des espaces extérieurs pour tous, enfin, chaque logement. De ces deux grands scénarios, plusieurs variantes sont possibles. Comme vous le voyez, en fait, soit c'est l'accroche vers la SPOM qui est légèrement différente, soit elle s'ouvre plus sur un cœur d'îlot ouvert sur le parc, mais avec un bâti qui vient fermer ce cœur d'îlot avec une vue qui va se dégager au-dessus, parce que c'est un bâti bas, donc une vue vers le lointain. Ça, c'est pour l'îlot que vous voyez à gauche, vers la SPOM, et sinon à droite, donc cet îlot, soit en biais, dans le prolongement de la rue Lamotte, soit avec cette petite placette qui permet cette gradation entre la rue et ce programme ESS qui est tourné aussi vers les activités en cours sur la rue Amédée Saint-Germain. Oui. Oui. Sur l'îlot à droite, c'est dans cet îlot que le SS sera en rez-de-chaussée, et ce qui va venir animer le parc aussi, et le fait d'avoir des logements avec... Pardon. Oui. Non, excusez-moi, j'ai pas réalisé. Et dans les deux scénarios, le fait qu'il y ait des terrasses et des balcons qui donnent sur ce parc, mais aussi qu'il y ait ces rez-de-chaussée animés, que ça peut être une brasserie, un restaurant interentreprise ou ces ESS, offre une certaine sécurité aussi à ce parc. C'est-à-dire qu'on n'est pas en bout de cette lentille sans personne à côté. On est dans un parc habité, avec une covisibilité et avec, on espère, un lieu de rencontre pour tous. Ce parc, il est pour le moment défini comme sobre et frugal. Je vous ai parlé du marronnier tout à l'heure, existant, qui est à côté de la cantine, qui est un très bel arbre, qui évidemment est conservé. Il y aura ce front de la cantine qu'on verra, qui est plutôt un beau bâtiment. Donc ce parc va pouvoir accueillir différents usages que vous allez nous aider encore à définir. Et voici deux croquis d'ambiance pour vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. Alors la première vue, elle est vue depuis la future station de TCSP qui est sur la rue des Ateliers. Et on arrive dans ce grand parc
qui ouvre et qui monte progressivement vers la rue Amédée, puisqu'il y a une grande différence de niveau entre les deux sols. Et la deuxième vue, elle présente depuis la rue Amédée et on voit à nouveau ce parc bordé par les logements et les activités que l'on souhaite en rez-de-chaussée. La différence la différence entre les... Ouais, 6 mètres. À peu près 6 mètres, 6 mètres 50. Tu parles de la rue Amédée, là? Oui, oui, c'est ça. C'est entre la rue Amédée et le parc. Ah, c'est variable, en fait. On est très bas vers la rue Amédée. Et on monte progressivement vers le parc. Alors, vers la cantine, on est un peu plus haut. De souvenirs, on est à R+9. Le bâtiment de bureau, lui, c'est un R+7. Et selon les scénarios, je vais vous remettre les plans. Selon les scénarios, en fait, ce que vous voyez dans les différentes teintes de bleu, en fait, ce sont les hauteurs. Plus on est clair, plus on est bas. Et plus on est foncé, plus on est haut. On va pouvoir y revenir. On poursuivra les questions-réponses à la suite. On finit juste la présentation et on vous donne la parole après. Une précision, quand vous parlez de 1,2 hectares, est-ce que c'est le vert plus alors, oui, non, c'est le vert foncé. Une demande de précision. Donc. C'est les espaces verts publics et les espaces privés ne sont pas comptés dans les 1 hectare 2. Peut-être du coup un mot pour compléter sur l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment une activité intermédiaire entre l'activité économique, les commerces plus classiques et la vie associative. En fait, c'est des entreprises d'utilité sociale qui sont très orientés sur la dimension de solidarité et d'utilité aux habitants. Et c'est une des demandes qui s'était exprimée pendant la dernière concertation et une volonté forte de la ville de Bordeaux de développer ce secteur-là, qui est un secteur d'activité alternatif avec des sujets hybrides qui peuvent aller toucher à toutes les dimensions finalement économiques classiques, mais avec du coup une vocation sociale très, très poussée. Ça veut dire, juste pour traduire par rapport à la difficulté d'implanter ce type d'entreprise sociale et solidaire, c'est qu'elles admettent des loyers moins importants, puisqu'elles n'ont pas de vocation de rentabilité aussi forte que des sociétés d'économie classique. Et donc c'est ce qui fait qu'elles ont besoin d'être accompagnées beaucoup plus finalement que des commerces traditionnels. Et donc il faudra marier les usages en rez-de-chaussée, et c'est aussi ce sur quoi votre avis est attendu. C'est quelle dimension, quelle place on donne à ces activités spécifiques. C'est des activités qui demandent aussi un engagement citoyen plus fort que les autres, parce qu'il y a du participatif, il y a du volontariat, et il y a cette mixité entre voilà, la dimension économique, la création de valeur, avec un usage, une utilité sociale forte. Donc c'est là-dessus aussi qu'on voulait mettre l'accent et regarder dans le secteur les activités qui relèvent de ce secteur d'économie sociale et solidaire présent, qui pourraient du coup trouver à se localiser sur ce site-là et animer une partie des rez-de-chaussée que Simon vous a indiqué tout à l'heure sur le plan. Pour être concret, c'est souvent des entreprises de recyclage, de réemploi. C'est souvent un statut associatif, pas forcément, mais souvent un statut associatif. Et c'est une demande, effectivement, vous l'avez confirmé, importante de la part de la ville de Bordeaux, que les entreprises soient un peu obéissent à ce type de préoccupation assez nouvelle. Alors, pour continuer, il nous reste 4 slides sur la concertation. Je sais qu'il y a des mains qui se lèvent. Vous avez plein de questions et nous avons hâte d'échanger aussi avec vous. Je veux juste vous repréciser sur la concertation donc, qui est prévue sur Amédée Sud du 1er au 17 mars. Il y a 3 sujets qui sont ouverts à la concertation. Donc, parmi les scénarios, lequel répond le mieux aux usages d'un futur parc et à une bonne insertion urbaine dans le quartier. La deuxième question, c'est quels usages du parc intégrer dans sa conception.
Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce parc? Quelle ambiance? Qu'est-ce que vous avez envie? Quelles sont vos propositions? Et quelle place à l'économie sociale et solidaire dans le quartier Amédée Sud? Donc vous pourrez aussi réagir. Les finalités de la concertation. Donc c'est un choix de scénario que vous allez faire via plusieurs outils qu'on va vous présenter tout de suite pour le 17 mars. Donc le 17 mars, c'est la réunion de restitution de la concertation. L'objectif, c'est vraiment d'enrichir le projet et le parc par vos avis, vos contributions, vos idées, vos propositions. Et c'est une concertation qui ne s'arrête pas au 17 mars et qui va se poursuivre pendant toute la conception du projet. Vous voulez revenir sur les quelques temporalités du projet. Donc là, aujourd'hui, on concerte jusqu'au 17 mars. On s'arrête le 17 mars. Les études se poursuivent en fonction de vos avis. Donc, comme on vous le disait, les études de maîtrise d'œuvre sur le parc n'ont pas encore débuté. Donc, ils repartiront de vos propositions et de vos avis. En 2025, donc, le pôle tertiaire, l'îlot tertiaire côté ferroviaire sera livré. Et en 2030, une livraison donc, finale de la ZAC Saint-Jean-Belsier. Et la concertation, donc, elle continuera jusqu'en 2030. Donc, on organisera des échanges avec les citoyens et acteurs locaux. Et donc, on vous a prévu un programme de rencontres ouverts à tous et certains qui sont fermés à tous les publics. Donc, on commence aujourd'hui avec le forum de lancement actuellement. Le 4 mars, donc, nous serons place du Cardinal Donnet, de 14h30 à 15h45 pour échanger avec les passants. On sera en sortie d'école Francin rue Fieffé de 16h à 17h. Donc vous nous verrez, nous aurons normalement un barnum et on aura les chevalets que vous avez dans le fond. Ce sera moi et mes collègues qui seront présents. Et on aura le café Yaka Faucon, j'arrive pas à lire. Oui. Le 9 mars, donc de 18h à 20h, qui sera pareil, en échange libre. Donc l'enjeu, c'est pas de venir sur les 2 heures ou sur le moment, c'est que vous pouvez passer. Et nous, on est là pour échanger avec vous, avec le groupe qui sera là. On a des questions à échanger. On aura les scénarios aussi pour que vous puissiez les regarder, poser vos questions et donner votre avis par ce biais-là. Ensuite, on vous propose une balade atelier, donc samedi 5 mars, de 10h à 12h. Donc on sera sur site de 10h à 11h pour aller voir concrètement où se situe le parc, quel est le site aujourd'hui. Donc on ira sur place. Et ensuite, de 11h à 12h, on échangera en salle, donc à l'Union Saint-Jean qui nous accueille, pour travailler un petit peu sur les scénarios, répondre à vos questions. Il y a un petit déjeuner donc, pour les acteurs économiques et acteurs donc, de l'économie sociale et solidaire le 9 mars matin. Donc ça, c'est fermé, c'est plutôt aux acteurs économiques. Ensuite, il y a un atelier qui, lui, est ouvert pour le parc de demain. Ça, c'est le 10 mars. Donc de 18h30 à 20h30 à la salle Saumenude. Ensuite, donc cet atelier parc, c'est vraiment ouvert sur inscription et vous pourrez, c'est vraiment un temps de travail sur c'est quoi le parc demain, quels usages, quelles ambiances. On considère comme ça, ce ne sera pas un format réunion publique traditionnel comme aujourd'hui. On aura donc un atelier avec les enfants qui est prévu avec l'Union Saint-Jean mercredi 9 prochain après-midi. Donc on ira avec eux aussi sur site et ensuite on aura un atelier créatif. Donc l'enjeu, c'est pas de leur demander un avis sur les scénarios, mais c'est vraiment de leur demander un avis sur les usages du parc de demain. Qu'est-ce qu'ils ont envie en tant qu'enfants, qu'est-ce qu'ils auraient besoin. Et ensuite, donc il y a aussi la réunion de clôture, donc le 17 mars de 18h à 20h en salle Saumenude. Et aussi, on a le comité Nature en Ville, qui lui est prévu le 16 mars, mais qui était prévu aussi à côté. Vous avez donc un questionnaire qui va être en ligne dès ce soir sur le site de l'EPA, dans lequel vous pouvez également répondre et donner votre avis en ligne, le partager également. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par courrier. Voilà. Je vous propose qu'on
qu'on passe au temps de questions-réponses. On va prendre déjà 2-3 questions dans la salle. Il y avait le monsieur qui avait levé la main. J'ai ma collègue qui va vous faire passer les micros. Alors il faut bien parler dans le micro pour que ceux qui sont en ligne nous entendent. Tout à fait. Merci pour cette présentation. Je m'appelle André Pouget, j'habite le quartier. J'ai une rapide question. Est-ce qu'on va disposer des visuels qui ont été présentés? C'est par oui ou par non la réponse, ça va dire, ça va aller rapidement. Et ensuite, une question un petit peu de fond, on va dire, ou de vision sur ce projet. On se polarise sur le parc. En face de vous, vous avez des gens qui habitent le quartier. Vous pensez qu'on n'est rien que pour le parc. Certes, le parc, c'est un élément essentiel, mais c'est un moyen pour répondre à une question du sujet de notre environnement, de comment on vit notre ville demain, après ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela. C'est plus pareil du tout. Alors, le discours de dire il faut des logements sociaux, bien sûr qu'en face de vous, vous n'avez pas des gens qui ne veulent pas de logements sociaux, vous n'avez pas des gens qui veulent à tout prix un parc pour qu'ils veulent essayer de s'impliquer, enfin pour moi toujours, je vais parler pour ma personne, pour essayer de voir le coup d'après quand même, d'éviter de faire sortir de terre ce qui a été conçu avant le sujet du Covid et autres. Moi, le premier, dans quelques années ou décennies, je ne serai plus là, nos enfants seront là, ils vont vivre ce qu'on conçoit là ce soir. Il faut faire attention à la répercussion. Alors, quand vous commencez votre discours en disant « voilà, il y en a telle contrainte, on a telle contrainte », c'est dit « ça y est, les carottes sont cuites, là c'est fini, c'est bon, on a compris, ça ressemble un peu ». Je crois que ce n'est pas ça. Monsieur le maire, vous faites allusion au label bâtiment frugal bordelais. Moi, j'étais dans le bâtiment auparavant et je trouve que ce label est hyper intelligent. On n'est pas à cocher des cases, on est là à comprendre comment faire, comment on peut vivre mieux ensemble, en préservant les ressources, en évitant de détruire pour reconstruire, en évitant de prendre des ressources sur la planète et puis d'entasser les déchets. Ce que j'ai remarqué sur le projet, là, à part la cantine, je ne sais pas quelle est sa destination, des cheminots, que tout le reste des bâtiments existants, ils passent à la trappe. Vous avez réduit la surface, je n'ai pas tout bien compris, puis je n'ai pas trop envie de perdre de temps là-dessus, des bureaux, des logements, bravo. Vous avez fait bien des pas en avant. Vous avez fait des pas en avant aussi sur le parc. C'est un des sujets, ce n'est pas le seul. Et pourquoi le texte du label commence par une introduction en disant « jamais on pourra faire mieux, moins impactant sur l'environnement qu'en rénovant ce qui existe, en donnant une seconde vie à ce qui existe par rapport à construire de nouveau ». Je ne parle pas de la gabegie de béton dont ici personne n'est responsable. Mais enfin quand même, c'est que du béton. Et tenez-vous bien, on fait des éléments architectoniques en béton, double crème, 2 fois béton. Donc bien sûr, on va faire du bois, on va faire de la terre locale, je ne sais quoi. Mais le béton qui est déjà sur place, pourquoi le détruire ? Alors, on n'est pas quand même naïf. C'est vrai que vous allez moins construire si vous rénovez. On l'a bien compris, ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire, en conservant, on conserve un arbre, il y en a 4 autres platanes, ils vont sauter. Je pense qu'on va faire partie, enfin moi je ferai partie des gens qui seront là le jour où on va déraciner les arbres. Ça me rappelle une histoire, ça. Eh bien, je vous garantis, c'est dommage de passer à côté de cette affaire-là. C'est important. On n'est pas là, les bobos qui veulent leur petit coin de verre. C'est un des moyens pour répondre à nos enfants, quand nous on ne sera plus là, que ça se passe bien. On n'est pas à dire, oui, vous ne voulez pas construire à côté de chez vous, et puis vous voulez construire en banlieue, et on va imperméabiliser la banlieue, je ne sais quoi. Non, il faut qu'on essaye de s'écouter, de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble, de mieux
densifier, de mieux rénover. Et là, tout saute. Ah, tout a sauté. Il reste la cantine, je ne sais pas à quoi elle sert d'ailleurs, mais il reste la cantine, c'est tout. Voilà. C'est une petite remarque, excusez-moi, j'ai été long, mais j'y mets mon cœur. Je suis père de famille et grand-père, et je pense qu'on a mieux à leur laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Merci pour votre contribution. Alors, on va vous demander d'être concis, puisqu'on a quand même on a beaucoup de gens qui veulent on va encore prendre 2 interventions avant de laisser l'EPA et puis Bonsoir, Michel Bachot, je suis habitant du quartier. Moi, je voudrais poser la question des bureaux SNCF. Je voudrais savoir d'abord combien de personnes vont travailler dans ces nouveaux bureaux qui sont prévus. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Pardon? Quel est le nombre de personnes qui va travailler dans ces bureaux? Alors, il faut prendre un micro. Désolé, mais sinon on ne vous entend pas. Et après, on prend une dernière intervention. Pour compléter la question, je me demandais où est actuellement le siège de la SNCF et qui a besoin d'être déplacé. Et moi, je voudrais aller vers une autre solution et une autre proposition. Aujourd'hui, on sait qu'avec le Covid, il y aura à peu près 30% de télétravail. On a construit la Caisse des dépôts consignation pour 2000 personnes. Il va y avoir 30% de bureaux vides, puisque les personnes ne seront pas là, forcément. Est-ce que la SNCF ne peut pas trouver un accord avec la Caisse des dépôts consignation pour utiliser ces bureaux? Ça fera de l'argent public en moins dépensé. Je pense qu'en ce moment, ce n'est pas trop mal. Et que, plutôt que de construire encore des choses en béton, toujours du béton, et qui va défigurer complètement encore ce quartier, encore plus défigurer ce quartier. Voilà. Je voudrais qu'on regarde au moins cette solution auprès de la SNCF. Ok, merci. On va prendre une contribution dans le fond. Il y avait une personne qui levait la main depuis tout à l'heure. Je sais bien. C'est toujours un peu frustrant. On va avoir le temps d'échange aussi où vous pourrez échanger. Au fond, on vous a prévu donc une exposition avec les scénarios qui vous sont... Bonjour. Oui. Alors moi, je voudrais... On fait 2-3 questions de réponse. J'ai une question qui m'est posée en ligne. On a un temps de réponse et après, on va vous redonner la parole. Alors moi, je voudrais poser la question suivante. À combien on est de mètres carrés d'espace vert par habitant ? Et est-ce que ce chiffre-là ne tient compte que d'Amédée Sud ou est-ce qu'il tient compte également d'Amédée Centre et Amédée Nord? Parce que là, on nous parle en fait d'un parc avec 50%, c'est ça, de construit, mais on ne parle jamais de ce qui est construit à côté. C'est-à-dire que sur Amédée Centre, on est, je ne sais pas combien de mètres carrés d'espace vert par habitant, on est loin des 10 mètres carrés. Donc voilà. Ok, merci. Je donne la parole du coup à l'EPA ou au maire pour répondre. Alors, juste pour préciser, en fait, ce qu'on a prévu, c'est pour démultiplier la capacité de poser des questions et à nous de vous répondre, c'est de le faire effectivement autour des panneaux pour centrer l'attention sur ce qui justement vous préoccupe. Et donc ça permettra de répondre de manière plus nourrie qu'en plénière, effectivement, avec ce jeu de questions-réponses qui ne sera pas forcément, qui permettra pas de faire le tour de tous les sujets. Par rapport à la question que vous posiez, et j'en ai conscience, hein, le parc, c'est une façon effectivement d'appréhender le projet autrement qu'en considérant un vide. Le parc, il a une fonction en fait dans ce projet, et il a la particularité justement, de répondre à tous ces enjeux qui sont beaucoup plus prégnants aujourd'hui et qui effectivement nous préoccupent tous. Moi aussi, je suis maman, je ne suis pas encore grand-mère, mais je suis maman, et j'ai aussi une attention particulière à ce que, je l'ai dit dans l'introduction, la façon dont on travaille soit durable, mais dans tous les sens du terme, et que effectivement ce qu'on construit aujourd'hui, on en est responsable pour des années, et donc effectivement on est amené à ne pas faire d'erreur. Et ce parc, en fait, cette fonction, c'est à la fois la désartificialisation. Hein. Aujourd'hui, on va travailler sur des terres
imperméables, qui sont polluées. Et donc réinvestir sur des friches, ça me paraît important et ça fait partie des missions qu'on doit vraiment poursuivre. Et ça répond en fait à ces enjeux, au moins en partie, au moins partiellement. Et moi, je veux juste éviter qu'on considère qu'un bon aménagement, c'est un aménagement qui ne se fait pas. Tout ce que fait l'établissement public d'aménagement sur ces secteurs-là, quand on désartificialise, quand on permet de reconquérir sur des friches des espaces qui aujourd'hui sont sous-investis, voire même dangereux pour la santé des gens. Travailler ça a un coût et c'est aussi pour ça qu'on doit travailler les équilibres. Et pardon si effectivement j'ai aussi cette responsabilité de tenir les engagements qui sont pris, parce que c'est la base effectivement de ce qui sous-tend les partenariats qui nous permettent de travailler ensemble. Donc on va travailler à être parcimonieux. À chaque fois qu'on peut s'abstenir d'abattre un arbre et qu'on peut le replanter, le transplanter, on s'efforce de le faire. Et ça fait partie des évolutions aussi que le PA a admis sur l'ensemble de son territoire. Et à chaque fois que c'est possible, on transplante un arbre. Les arbres d'alignement sur la rue Amédée Saint-Germain ne seront pas éligibles à la transplantation parce qu'ils ne sont pas dans un état compatible qui permettrait de le faire. Donc, on ne va pas s'amuser à faire semblant d'essayer de les sauver si on n'a aucune chance effectivement de pouvoir leur assurer un avenir ailleurs. Et c'est ce aussi pourquoi on a besoin... Il y aura plus d'arbres demain sur Amédée Sud qu'il y en a aujourd'hui. C'est donc... Clairement, ce que vous montrez, c'est que vous n'avez pas compris cet enjeu. On va s'efforcer de bien comprendre et on a aussi à cœur de travailler sur les îlots de chaleur, et quand on désimperméabilise, quand on amène effectivement de la végétalisation comme on le fait avec ce parc, on participe du coup à réduire cet îlot de chaleur et on répond effectivement à cette problématique que vous soulignez. Je pense qu'il n'y a pas une manière univoque de répondre à ces enjeux-là, et effectivement on va mobiliser l'ensemble des possibles pour que on soit capable de répondre à ces enjeux-là. Mais c'est important à chaque fois que c'est possible à chaque fois que c'est possible. Oui, madame, s'il vous plaît, personne ne vous entend si vous n'avez pas le micro. On laisse juste répondre. En ligne, on ne vous entend pas si vous n'avez pas le micro. C'est la logistique. Mais on peut reprendre cet échange de manière informelle tout à l'heure autour des panneaux sans difficulté pour moi. Mais alors, si je vais vous rassurer aussi, les échanges qu'on aura autour des panneaux, on en tient compte dans le cadre de la concertation. Si. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Fadia pour la partie bureau. Non, allez-y. Je vais peut-être un peu prendre aussi les questions dans l'ordre avant de répondre, monsieur, sur le bureau, parce que le sujet, c'est pas que des bureaux. Donc, pour répondre, monsieur, au deuxième rang, donc, notre engagement, c'est de faire de la qualité. Donc, tout ça, c'est pas antinomique. Donc, on va travailler sur une fabrique de la ville avec un souci d'économie circulaire, d'économie de ressources. Les bâtiments auxquels vous faites référence, les bâtiments en logement en DCF, sont des passoires énergétiques incroyables. Donc, oui, mais les bâtiments, les ateliers là, dans lesquels il y a les stockages, ils sont dans une situation complètement désastreuse. Donc, tout ça, c'est pas parce qu'on va reloquer des bâtiments existants qu'on va pouvoir arriver à la qualité d'usage que vous évoquez. La solution qu'on va faire, c'est effectivement
anticiper l'avenir, faire une urbanisation avec des bâtiments de haute qualité selon les principes du bâtiment frugal auxquels on adhère. On va apporter des réponses de qualité, mais qui permettent d'une façon structurante que les investissements permettent une qualité d'usage, une qualité de vie. Donc, c'est pas antinomique. Donc l'espace aujourd'hui, comme le disait Valérie, le quartier, c'est un îlot de chaleur. Hein. Enfin, on le tourne dans tous les sens, c'est un îlot de chaleur. Bon, il est encore fonctionnel, il n'est pas encore une friche totalement délaissée, parce qu'il y a des activités de stockage. Et le but, c'est effectivement inverser le sort de cet îlot de chaleur pour le transformer en îlot de fraîcheur, avec une qualité d'usage pour les futurs habitants et les habitants actuels. Donc on ne fait qu'améliorer les conditions de cadre de vie des habitants actuels et des futurs en agissant sur ce foncier. Donc pour répondre au monsieur sur les bureaux, pour les bureaux aujourd'hui, on a des prises à bail éclatées dans plusieurs bâtiments, dont certains aussi sont à Médénor, dans le bâtiment qui s'écroule, parce que vous voyez bien, enfin, il y a quand même des filtres. Écoutez, il y a une responsabilité propriétaire quand même. Écoutez, donc on a quand même la responsabilité propriétaire. Si vous voulez, on ira voir. Donc c'est un bâtiment où on a mis même des filtres maintenant pour tenir les façades. Donc on peut pas tenir. C'est des passoires aussi énergétiques dans les sources d'économie de ressources. Il va falloir rénover ces bâtiments. Il va falloir les mettre en qualité. Pour les mettre en qualité, il faut sortir les gens et les mettre dans d'autres prises à bail. On a des entités qui sont éclatées dans plusieurs prises à bail externes qu'il va falloir regrouper pour pouvoir déployer, comme vous le dites très bien, un projet aussi d'optimisation des ratios liés au télétravail, bien sûr. Donc, on est en train d'étudier ce schéma directeur tertiaire pour arriver à dimensionner au mieux le besoin de ce qu'on a à faire demain, dédié vraiment pour la SNCF. Donc, voilà. Donc, c'est... Oui. Oui. Écoutez, aujourd'hui, nous, on est parti sur cette solution-là. Moi, je ne sais pas c'est quoi la solution future. Enfin, on fait un chemin de travail aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est des investissements qui nécessitent de ressources. Et donc, quand on fait des investissements et que nos fonciers qui sont sources de ressources sont gelés, on ne peut pas payer tous ces investissements parce que SNCF aussi, c'est un acteur qui est surendetté, comme vous le savez bien. On essaye de faire les choses de la façon la plus équilibrée pour pouvoir faire ces mouvements de façon intelligente. Donc, je ne sais pas, madame, vous aviez peut-être une question? Oui. Oui. On va étudier, là, c'est un peu le temps 2, là. Enfin, on n'est pas sur ça aujourd'hui, on est sur Amédée Sud aujourd'hui. Non, là, c'est pas le sujet. Alors, en ligne, on ne vous entend pas si vous n'avez pas le micro. Non, c'est pas le sujet, madame. Donc, non. Alors, combien de salariés ça représente? C'est la question qui vient d'être posée. C'est en cours d'étude, c'est-à-dire si on le recentre tous avec les taux de 0,7, de 0,6, 0,5, je ne vais pas me prononcer sur le nombre final, mais ça va varier, je ne sais pas, autour de 10 000 mètres carrés, pour répondre à l'ensemble des besoins. Mais je suis pas encore... on n'est pas encore au bout de cette étude et des solutions qui sont solutions, tout est concentré ou quand même une partie éclatée sur 2 bâtiments, on étudie. Donc c'est pour ça. Quelle rénovation de bâtiments, madame? Non, on ne peut pas phaser parce que dans le bâtiment, une question pour phaser, oui. On ne peut pas phaser ce bâtiment-là. Pourquoi? Je vais vous répondre. Si je peux finir ma phrase, je vais y répondre. Voilà. Donc, le bâtiment intègre un centre, ce qu'on appelle le COGC, un centre spécifique technique de gestion de circulation, qui est un équipement spécifique très stratégique pour les fonctions ferroviaires. Et tout le foncier de ce secteur à Médénor est sillonné par des réseaux ferroviaires sur lesquels on ne peut rien faire tant que ce centre n'est pas relocalisé dans une autre destination. C'est un budget qui coûte quelques millions d'euros. C'est un gros investissement qu'il faut faire pour pouvoir rendre le foncier
transformables, parce que sinon on ne peut pas désactiver tous ces réseaux ferroviaires et donc on ne peut pas faire autre chose que de l'activité ferroviaire. Il va être relocalisé où Ah, ça, je ne sais pas. Enfin, je ne peux pas vous répondre à toutes ces questions, mais il est en cours d'étude pour être relocalisé. Mais donc pas sur Amédée Sud, alors? Ah non, non. Non, je parle de l'équipement technique. Le centre d'aiguillage, là, c'est un équipement technique ferroviaire qui nécessite des investissements pour le sortir, pour pouvoir réinvestir sur ces bâtiments pour les transformer en autre chose et les réhabiliter. Parce que pour le moment, ils sont pas on ne peut pas intervenir là-dessus en l'état. Donc il faut enlever ce centre, intervenir en réhabilitation lourde, parce que comme je disais tout à l'heure, les bâtiments ne sont pas du tout en bon état, et pour neutraliser tous les réseaux ferroviaires qui traversent tout le foncier, que vous ne voyez pas, mais ils existent, ils sont là. Donc voilà. Donc cet investissement, on coûte beaucoup, et donc il faut toujours des solutions équilibrées qui permettent à trouver par un effet d'ensemble, de trouver un équilibre. C'est ce qu'on essaye de rechercher tout en faisant de la qualité. D'accord, mais je ne vois pas bien le lien avec le relogement sur Amédée Sud, en fait. De quoi? Des agents SNCF. Oui, mais en fait, relogement sur Amédée Sud ou relogement ailleurs, c'est quoi le problème pour vous? Je ne suis pas persuadée que ce relogement sur Amédée Sud ou ailleurs soit nécessaire, d'après ce que vous me dites là. En fait. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça concerne essentiellement des installations techniques et que le personnel pourrait être regroupé ailleurs, soit à la caisse des consignations et dépôts, comme le suggérait monsieur, soit dans d'autres bâtiments. Et vous faites quoi sur Amédée Sud? Un parc. Un parc? Ouais. Il ne se fera pas. Il se fera pas. Excusez-moi, on ne va pas reprendre des questions. Juste pour terminer sur la surface, quand même, vous parlez d'un grand parc avec 1,2 hectares. C'est quand même un peu une grande cour d'école. Je veux dire, le jardin public, c'est 10 hectares. Donc là, on est sur 1/10. Je regardais, jardin botanique, 4,7 hectares. Parc Rivière, 4 hectares. André Meunier, 2 hectares. On est dans une ville déjà qui est très minérale. En tout cas, moi, je suis là depuis 15 ans. C'est vraiment la ville qui m'a fait cette impression-là. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui ont des jardins. Mais là, ce qu'on est en train de construire ici, les gens n'ont pas de jardin. C'est des grandes hauteurs dans lesquelles vraiment les gens auront besoin de respirer. Et on n'a pas besoin... Bien sûr, il y a les cheminements verts, vous les valorisez, vous avez bien raison. Mais ce dont on a besoin dans une ville, c'est des vrais espaces de respiration, des vrais espaces, des poumons verts. Et là, 1 hectare avec un marronnier, excusez-moi, on va courir tous autour, on va faire quoi? Mais enfin, franchement, là, on n'est pas à la hauteur. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ce qu'il faut regarder quand même, c'est le nombre, c'est l'espace par habitant. Et là, avec tous les nouveaux habitants qui vont arriver sur ce quartier, on arrive à combien par mètre carré? Enfin, combien de mètres carrés verts par habitant? Enfin, là, on n'est absolument pas au niveau. Enfin, vraiment, je n'arrive pas à comprendre là vraiment comment vous pouvez présenter ça de manière positive et d'essayer de valoriser ça. Bien sûr, j'ai l'impression qu'il y a eu des progrès entre la première et le deuxième, il faut bien sûr en tenir compte, mais là, on n'est pas encore au niveau, je suis désolée. Alors, peut-être qu'on peut trouver des compensations sur d'autres jardins, dans d'autres quartiers, où finalement, ce sont des quartiers de grandes maisons et les gens ont tous des jardins. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, et ce n'est pas le cas sur ce qu'on est en train de construire. J'ai 3 questions encore en ligne. On va laisser monsieur le maire qui souhaitait répondre aux questions qui ont été précédemment posées. Et ensuite, je vous dis les questions qu'on a reçues aussi en ligne. Oui, brièvement, pour répondre directement à la première interpellation qui m'a été faite par vous, monsieur. Moi, mon souci, c'est d'arriver à une ville équilibrée. Et une ville équilibrée, c'est une ville dans laquelle aussi il y a des habitants. Les impératifs écologiques et climatiques que vous évoquiez supposent que les habitants puissent habiter le plus près possible de leur lieu de travail, c'est-à-dire qu'on cesse ce qui était la tendance ces dernières années, avec des gens qui allaient vivre de plus en plus loin de Bordeaux, ce qui demandait des infrastructures routières et autres importantes. Donc mon souci, c'est qu'on construise aussi dans Bordeaux, et notamment qu'on construise du logement social, car on est en manque de logement social, on est en retard à Bordeaux par rapport à ce type d'impératif. Donc je veux qu'on puisse se loger sur Bordeaux mieux qu'on ne le fait jusqu'à présent, avec en plus des accès à la propriété à des prix abordables, c'est ce qu'on appelle les baux réels solidaires, qui seront présents sur ce quartier. Donc, toute une panoplie de fait qu'on va construire, effectivement. Mais quand je parle de ville équilibrée, il faut aussi que les gens qui habiteront cette ville se sentent bien. Considère que
la première concertation concernant ce quartier-là, nulle des remarques, alors il ne faut pas se focaliser sur le parc, monsieur, mais je me souviens très bien que la critique essentielle, c'était le manque d'espace vert, en disant qu'il y a peu d'espace vert sur cet emplacement. Quand vous regardez, alors, madame, vous avez raison, 1,1 hectare, c'est jamais assez, mais c'est pas un mouchoir de poche quand même. Il y a beaucoup d'écoles qui aimeraient bien avoir un parc de 1,1, mais c'est jamais assez, je suis d'accord avec vous, mais quand vous regardez à l'échelle de ce quartier, là, à Médé Sud, c'est un peu plus de la moitié de la parcelle quand même, qui est désormais un espace vert. Au niveau du quartier, on passe de 3 hectares à 18 hectares. Donc je pense que là où vous avez raison, le challenge, c'est de lutter contre les espaces, contre les îlots de chaleur urbains. Je ne sais pas si on y arrivera, mais à mon avis, déjà, avec un parc de cette nature, c'est un des outils, c'est un des alliés que l'on a, c'est pas le seul, pour lutter contre le dérèglement climatique. Le deuxième allié que l'on a également pour lutter contre le dérèglement climatique, vous le signalez, c'est le label du bâtiment frugal bordelais. C'est-à-dire qu'on arrête de faire des immeubles en béton et que maintenant on fasse des immeubles avec des matériaux biosourcés, plus respectueux de la nature, plus adaptés au dérèglement climatique et qui permettent aussi d'être des outils indispensables dans le cadre de ces contraintes. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. On n'en fait jamais assez, ça c'est évident que moi je rêverais qu'il y ait beaucoup plus d'espace vert sur Bordeaux. On hérite d'une situation, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'îlots de chaleur urbains. Chaque fois que l'on peut créer des espaces verts en fonction de contraintes géographiques, financières également, il faut en parler, croyez-moi, nous le faisons. Mais moi, je suis comme vous. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'arbres à Bordeaux. Il n'y a pas assez d'espaces verts de proximité. Là, je trouve qu'il y en aura un qui n'est pas ridicule, qui est en progrès par rapport à la première version. Mais je pense qu'il faut être très vigilant, et vous avez raison de le dire, sur le fait qu'il faut garder le plus possible les arbres existants. Ça me paraît être un impératif. Ce sont nos meilleurs alliés, plus que des arbustes qu'on va planter. Je pense que vous avez tout à fait raison. Mais essayons de trouver un équilibre. La ville de Bordeaux ne sera pas uniquement un immense espace vert. Moi, j'aimerais bien. Mais il faut aussi qu'on fasse venir, qu'il y ait des habitants, qu'on puisse aussi loger nos enfants, nos petits-enfants, monsieur, qui ne soient pas obligés d'aller habiter de plus en plus loin parce que les prix du logement sont devenus inabordables à Bordeaux. Donc il faut aussi leur trouver de logement. C'est tout. S'il vous plaît, on a d'abord des réactions en ligne. On aimerait bien aussi garder ce temps avec ceux qui nous suivent en ligne. Ils sont plus de 43, je crois. Donc on avait un témoignage de quelqu'un qui travaillait à la Caisse des dépôts et qui n'aura pas assez de place pour tous les agents, les télétravailleurs ayant été pris en compte. On a eu aussi donc une question. Comment pouvez-vous envisager de construire à nouveau un bâtiment de 11 étages donnant sur la rue Amédée, que ce soit dans l'option 1 ou 2. Et la dernière question, rue Amédée-Saint-Germain, il y avait des ateliers de réparation de la SNCF. Serait-il possible que vous puissiez étudier l'opportunité d'un petit musée avec une association, si elle existe, afin de garder une mémoire de cette activité passée? Voilà. Je ne sais pas si côté SNCF ou... Est-ce qu'il peut préciser où est-ce qu'il a vu un bâtiment de 11 étages en fait Alors peut-être qu'il faut repréciser. On est derrière, en premier front. En premier front, on va être beaucoup plus bas. Là c'est 7, là c'est 11. Mais on est sur le... Mais en effet, Non, mais en effet, vous avez raison. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout. C'est juste que sur le front de la rue, on est le plus bas possible. Et après, on monte, c'est vrai. Et on vient aussi bénéficier de vues sur le territoire parce qu'on est devant cette grande ouverture du faisceau. Alors, on ne vous entend pas si vous avez un micro. Vous n'avez pas de micro. Quand on sera dans la rue, comme c'est derrière, on le verra un peu. Mais c'est pas comme s'il était devant. Bien sûr qu'on le verra un peu. Les principes défendus par l'équipe Güller et ceux que nous avons travaillés reposent sur 2 principes. 1, essayer d'ouvrir au maximum le parc sur la rue, c'est-à-dire, comme l'a évoqué l'agence Güller, de 50 à 70% de non-construction face au quartier existant. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, sur 50 à 70%, il n'y a pas de vis-à-vis. Et ensuite, là où il y a des constructions,
le principe, et c'est ce que nous avons essayé de faire sur Amédée Centre, mais que nous améliorons ici, c'est d'avoir des immeubles bas en premier front. R+3 plus attique, c'est en construction neuve, c'est à peu près du R+2 des shops. Donc on est à peu près, si, puisque je pourrais, si vous voulez, vous faire le détail mathématique des hauteurs différentielles et autres. J'ai aucun problème là-dessus. Si je vous le dis, c'est que je ne vais pas m'amuser à vous mentir ici. C'est à peu près la même chose. Et ce premier front d'immeuble en R+3 plus attique, qui permet d'avoir un vis-à-vis qui est amorti, on n'a qu'à dire, par rapport aux constructions existantes, vise à cacher le deuxième front d'immeuble qui est derrière. C'est ce que, je l'indiquais, nous avons cherché à faire sur la première partie d'Amédée Centre. Quand vous êtes face aux premiers immeubles qui sont construits le long de la rue Amédée, le long d'Amédée Centre, les immeubles derrière sont principalement cachés par cette première ligne d'immeubles. C'est ce que nous cherchons à faire. Et le R+11 dont on parle, il faut là aussi y faire attention. Déjà, par rapport à la rue Amédée, on parle plutôt de R+9, puisqu'on est déjà plus bas. C'est les 6 mètres qu'évoquait l'agence Guller, qu'évoquait Laure tout à l'heure, de différentiel de niveau. Donc, on a été attentif à ça, mais ça repose bien sur 2 stratégies. Première chose, éviter de construire en face. 50 à 70% du linéaire n'est pas construit en face. Ça, c'est énorme. Et d'ailleurs, quand vous passez sur Amédée Centre, vous voyez déjà apparaître la première placette qui va faire l'interface et qui libère cette vue-là. Mais là, on explique qu'on va faire juste 5 à 6 fois plus de cet élargissement. Et ensuite, quand on construit, parce qu'il faut construire, c'est les équilibres attendus par les différents partenaires, attendus aussi par ceux qui ont besoin de se loger dans cette ville. Eh bien, on essaie de faire au maximum ces politesses, ces vis-à-vis qui essaient de concilier les différentes demandes. En allant sur site, ce sera aussi plus facile de se rendre compte, et je vous invite effectivement à profiter des balades et des moments de concertation qu'on pourra faire sur place pour qu'on ait cet échange et qu'on prolonge l'échange. Oui. Alors, avant de passer au temps d'échange, donc on a un monsieur qui va avoir un micro, on prend 2-3 interventions, et ensuite on passera en temps d'échange, puisqu'on veut aussi échanger avec vous devant les scénarios pour justement regarder, parce que de long. Bonsoir. Je suis commerçant et habitant, les deux rue Amédée Saint-Germain. Je voulais savoir s'il y avait eu des études préalables concernant l'impact sur la circulation avec l'arrivée de bâtiments à vue d'habitation, mais également à vue de travail, en sachant que l'impact au niveau parking, mais surtout circulation. Et savoir si ça a été travaillé par rapport à l'heure actuelle au schéma de circulation sur ce quartier-là, et l'impact que ça aurait sur également l'ancien quartier. Oui, bien entendu. De nombreuses études accompagnent la mise en place de tels quartiers. Sur le quartier Amédée, au-delà des études, les modélisations et ainsi de suite, il faut retenir 2 grands principes qui viennent accompagner ce projet et ces nouvelles populations. Le premier principe, c'est qu'on démultiplie les capacités de desserte du site autrement que par la voiture. Le projet tel qu'il est prévu va permettre d'avoir un couloir de TCSP qui va permettre la desserte complète du quartier par une nouvelle ligne performante, la ligne campus-campus. Pardon ? Transport en commun en site propre. Bref, un trambus. Ça va permettre aussi d'amener la ligne 1 jusqu'au quartier Amédée, la ligne 13 jusqu'au quartier Amédée. Donc on va avoir une desserte par les bus beaucoup plus performante qu'aujourd'hui. Les pistes cyclables vont être aussi démultipliées, puisqu'on va avoir 3 axes cyclables qui vont venir desservir le quartier. Donc ça, c'est déjà comment on améliore les autres modes. Et pour la voiture, parce qu'il y aura toujours des gens qui se serviront de voiture, je ne sais pas comment elles vont évoluer, ainsi de suite, mais ça servira toujours. Il y a un dédoublement du système viaire, puisque nous créons une voirie le long des voies ferrées, entre le quartier Amédée et les voies ferrées, qui va permettre de venir
déporter le trafic de la rue Amédée existante et qui va se connecter au système des ponts. Vous avez vu le pont de la Palombe là, qui va ouvrir à la fin du printemps et qui fait partie de tout ce process-là. Donc oui, les systèmes sont adaptés, oui, les systèmes sont étudiés, ça ne se fait pas par hasard. On ne va pas investir 52 millions d'euros dans un nouveau pont, on ne va pas investir des millions d'euros dans des nouvelles voiries, dans des nouveaux couloirs TCSP sans études. Et tout ça fait partie d'un ensemble. Mais ce qui est important de retenir, c'est cette démultiplication des modes, des moyens et des investissements qui vont avec pour que ça fonctionne bien. Alors, oui, encore une fois, le principe c'était de pouvoir, on est plusieurs à pouvoir vous répondre et avec l'ensemble des éléments et du coup de répondre à plus de questions si on va se mettre autour des panneaux. Et du coup, on a 3 semaines devant nous pour effectivement travailler sur ces sujets-là. Moi, toutes les questions que vous allez nous poser, Marie-Que, je vous laisserai vous répondre. Effectivement, dans la phase de restitution, on aura capitalisé sur tout ce qui se sera dit et on travaillera justement à répondre en plénière à toutes les questions qui auront été posées, regroupées, travaillées ensemble pour pouvoir restituer l'ensemble des travaux qu'on va avoir pendant les 3 semaines. Et on a fait attention à ce que justement tous les formats soient possibles parce que tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise en plénière. Il y a aussi des échanges plus précis qu'on peut avoir avec les uns et les autres selon les questions qui se posent. Et c'est aussi ce qu'on vous avait proposé ce soir à travers justement des focus plus précis qu'on peut avoir ensemble. Oui. Donc on prend la question de Madame. Bonjour, Caroline Picanon, j'habite la rue d'Aubidet. Donc déjà je suis plutôt satisfaite pour ma part de cette histoire de parc. Alors je n'étais pas du tout au courant, moi j'ai appris la concertation par un mot sur ma porte. Voilà, donc je suis depuis le début, depuis 2019, voilà, l'avancée des travaux dans le quartier. Étant moi-même dans l'environnement, le développement durable et particulièrement les énergies renouvelables, donc assez au fait de tous ces sujets-là, j'entends parler à la fois sur le site Facebook de l'association qui était du coup placardée sur ma porte et de vos remarques à vous tous, l'histoire de bâtiment frugal bordelais. Ma question étant, pourquoi bâtiment frugal bordelais qui est moins pertinent que le bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine, autant sur la... Excusez-moi, désolée si ma question choque, hein, mais avec des items qui sont quand même particulièrement plus complets sur le bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine que le bâtiment frugal bordelais, voilà, de la connaissance que j'en ai et des retours que j'ai des co-énergéticiens du quai de Paludat, justement, qui travaillent de l'autre côté de la rue par rapport à ces sujets-là, sachant que bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine, il me semble que c'est aussi un label qui a été adopté sur une partie d'Euratlantique, notamment pour les bâtiments de l'entreprise Valorem. Voilà, je vous remercie. Merci. On va faire un débat sur le bâtiment frugal bordelais, mais je vous promets que si la ville de Bordeaux a été soucieuse de travailler avec les professionnels ce label, c'est parce qu'on considère qu'il est plus ambitieux que les labels existants actuellement. Et donc, il n'y a pas de compétition avec le label Aquitaine, mais je pense que le label bordelais est plus récent et je crois, on pourra en discuter sur le plan technique, je pourrais vous faire passer un certain nombre de documentations à ce sujet. Je crois qu'il est reconnu comme étant peut-être l'un des plus ambitieux actuellement existants en matière de contraintes environnementales. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, on vous a déjà donné la parole. Il y avait monsieur qui avait levé la main. Ah, oui, les documents seront diffusés comme la précédente concertation. Il y aura le replay. Et sur le questionnaire là, que vous allez pouvoir retrouver en ligne, vous pouvez retrouver les scénarios. Alors, il y avait monsieur là qui voulait présenter. Après, on donnera à monsieur. Bonjour. Moi j'interviens parce que je pense que le problème à la base qu'on vit tous en tant qu'habitants, c'est une densification intense qui est en train d'arriver dans ce quartier, qui nous fait peur. À chaque fois qu'on est eu dans ces concertations, finalement, nous ont un petit peu caché la copie. Encore aujourd'hui, on commence par nous dire du parc et du R+3 à la fin, bon, ça finit par du R+9. Quand on regarde +11, quand on regarde le plus, la photo qui est dessus, n'importe qui verra que c'est des bâtiments à 2 étages. Bon, on en est très très loin de ce qui est arrivé dans Amédée. Donc je crois que, et encore une fois, on nous donne un plan qui est en 2 dimensions, qui ne donne absolument pas une idée avec tous les outils qu'on a aujourd'hui de ce que ça peut représenter. Donc forcément, on est inquiet.
Donc moi je crois qu'il faudrait quand même qu'on partage un peu plus ce qu'il faut faire, qu'on mette les cartes sur les tables, c'est-à-dire aujourd'hui c'est qu'est-ce qui est requis absolument, qu'est-ce que la SNCF a absolument besoin de faire. Donc j'ai bien compris qu'il y avait un problème de centre. Un autre souci qu'on a, c'est qu'on voit bien arriver plein de gens qui vont arriver dans le quartier, donc on a une densité incroyable. Déjà aujourd'hui on a des bouchons, n'en plus finir, même à vélo quand vous passez, vous faites du gymkhana dans tous les sens. On va encore rajouter apparemment des bâtiments de la SNCF. Est-ce que finalement ces bâtiments ont besoin d'être là? Est-ce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs? Parce qu'aujourd'hui on télétravaille beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on se pose toutes ces questions. Est-ce qu'effectivement les bâtiments existants aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas peut-être les partager avec le télétravail qui arrive? Je ne pense pas que la Caisse des dépôts ait prévu qu'il y avait le Covid et que le télétravail allait se densifier comme ça il y a déjà 3-4 ans au début du projet. Je suis quand même un peu étonné qu'ils aient déjà anticipé cette question. Ils avaient quand même un petit air de devin parce que bon, je vous avoue que le télétravail très fort est quand même très récent et je pense qu'au début du projet on avait la même superficie. On va juste donner et donc ma question c'est juste est-ce qu'on pourrait avoir effectivement les documents et puis les vraies hypothèses. Oui, les documents seront disponibles en ligne et vous aurez aussi un petit dépliant avec les scénarios là à la fin. On donne juste à monsieur qui levait la main depuis le début. Et par contre, à 45, on passe au stand. On doit libérer la salle également à 20h. Merci. Bon, oui, je voudrais poser 2 questions. Il y en a une, on a déjà répondu. Parce qu'au début, j'ai quand même eu un peu peur qu'il n'y ait qu'un seul arbre, un marronnier. Mais bon, une réponse a été donnée. Et pour différentes raisons, je suis quand même assez sensible sur le problème des arbres, surtout ceux qu'on arrache. Et la deuxième question, est-ce que dans le cas d'une convivialité, est-ce qu'il est prévu dans les différents bâtiments des salles de réunion, voire des salles de spectacle? Parce qu'à Bordeaux, ça manque. Ok, merci. Vous souhaitez répondre ou on reprend une autre? On va peut-être prendre une dernière question et puis on prend une dernière question, peut-être, madame. Oui, j'aurais voulu savoir si vous aviez étudié la rénovation de la résidence ICF, parce que moi, c'est une résidence dans laquelle j'ai habité. Je pense que les locataires actuellement ne sont pas au courant que la résidence va être démolie. Et c'est des grands appartements traversants qui ne répondent sûrement pas aux standards actuels où on est plutôt sur des tout petits appartements, mais en tout cas qui étaient vraiment très très bien pour des familles. Donc je pense que ce serait vraiment quelque chose de positif de rénover cette résidence plutôt que de la démolir. Okay. Et sachant qu'elle n'a pas été très bien entretenue, c'est peut-être pour ça que c'est devenu une passoire énergétique, mais qu'il y a sûrement des choses à faire, une isolation par l'extérieur et également de l'accessibilité par l'extérieur. Ok, je voudrais juste poser une question puisqu'on est en plénière. Moi, j'ai une remarque à faire. En 2014, quand on nous a annoncé ces concertations, il y avait un objectif de construction de 740 000 m², d'accord? Ils sont passés à 869 000. Et là, aujourd'hui, on veut en rajouter. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi on est là ce soir pour une concertation qui n'a aucune forme juridique, qui n'est absolument pas contraignante? Est-ce que c'est un dispositif participatif de plus pour faire une onction prétendument démocratique à des décisions qui ont déjà été prises? On découvre avec vous ce soir les scénarios, alors que vous planchez dessus, vous nous aviez annoncé un moratoire. Donc moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, on ait un discours de vérité et que vous preniez des engagements à nous écouter, à arrêter de nous faire perdre notre temps. Merci. Je vais répondre juste sur le logement. Tu veux répondre? Oui, vas-y. Pour ICF, évidemment, les habitants seront notifiés de leur relogement. Hein. Ça paraît évident. Il y a une enquête sociale. S'il vous plaît. Il y a une enquête sociale. Pardon, il y a une enquête sociale qui est réalisée bien en amont de leur relogement pour identifier l'occupation actuelle, les niveaux de ressources, les besoins précis de type PMR ou autres besoins spécifiques. Il y a un plan de relogement qui est qualifié avec ICF avec 3 propositions, le plus localement possible dans l'existant ou dans des projets neufs. Et donc sur la démolition, on entend vos remarques. Évidemment,
L'enjeu, c'est d'accroître, comme le maire le précisait également, la quantité de logements sociaux. Aujourd'hui, les logements existants du parc ICF ne sont pas conventionnés sociaux. Et donc il y en a une trentaine. L'objectif, c'est d'atteindre à peu près 120 à 130 logements sociaux par la démolition-reconstruction. Et évidemment, sur le cycle de vie d'un bâtiment, on a l'habitude de dire que ça évolue, et notamment avec les standards qui progressent. La construction ne constitue pas la majeure partie du bilan carbone général d'un bâtiment. C'est bien sur le cycle de vie et notamment sur la phase d'exploitation que les dépenses carbone sont les plus importantes. Et le fait de construire sur des nouveaux standards, et notamment les standards du bâtiment frugal, permettront de faire des économies sur cette phase exploitation du bâtiment. Donc évidemment, sur la phase de construction, peut-être que le bilan carbone n'est pas si positif. Sur la phase d'exploitation, les nouveaux standards de construction permettent effectivement d'arriver à des standards plus importants. Mais encore une fois, l'objectif est également de construire du logement social qui répondent à des typologies de familles diverses, parce que les logements, sur les 30 logements qui sont sur site, sont des logements qui sont que des logements familiaux, justement, mais toutes les typologies, les typologies plus petites, qui correspondent à des schémas de ménage différents, ne sont pas adressées. Donc, à la question, est-ce qu'il y a un relogement? Oui, c'est une priorité, et le relogement se fera. Oui, si. Donc, ICF s'engage à faire le relogement nécessaire dans des bâtiments plus décents que ceux qui sont aujourd'hui. Je redis, les conditions de réhabilitation de ces bâtiments n'est pas facile. Même s'il y a des investissements lourds, on n'arrivera pas à créer des qualités d'habitat telles qu'on pourrait le faire dans des nouvelles offres d'habitat sur lesquelles travaille notre bailleur. Donc, voilà, la question aussi, il y a relogement, oui, il y a relogement, et vers quelque chose de meilleur. Donc après, on peut voir la partie vide du verre, comme on peut voir la partie pleine du verre. Il faut donner le micro à Madame. Faut donner le micro à Madame. Oui. Vous allez pouvoir prolonger ces échanges avec Fadia juste après. Je vais répondre à monsieur sur les salles de réunion, les salles de spectacle, qui s'associent finalement en programmation en logement. Ça dépendra de la programmation de chaque îlot. La salle de spectacle, elle existera dans Amédée Centre, puisqu'on a effectivement des propositions d'animation autour de la place des Citernes, et on a effectivement prévu ces lieux d'animation côté Amédée Centre. La question qui est posée sur pourquoi on fait la concertation, c'est finalement la première chose qu'on a dite en venant vers vous aujourd'hui, c'est que au-delà de la concertation réglementaire qui s'impose parfois juridiquement, on a besoin de venir vers vous et on s'engage à le faire. Donc je suis surprise aujourd'hui qu'on nous le reproche, alors que effectivement c'est, me semble-t-il, une demande et en tout cas une attente véritable et sincère de la part de l'établissement de vous entendre. Et donc à la question, est-ce que je m'engage à vous écouter? Oui, je m'engage à vous écouter. Parfois, je vous répondrai aussi non. Et non est aussi une réponse. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faudra pouvoir admettre. Moi, j'entends... J'ai pas dit le contraire. Alors je vous propose qu'on passe au panneau et qu'on puisse échanger en direct ensemble là-dessus. Alors, pour ceux qui sont en ligne, le questionnaire va vous permettre de répondre. On vous invite aux prochains rendez-vous qui sont affichés ici. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EPA. Donc on a les ateliers mobiles où vous pouvez venir échanger avec nous directement vendredi 4 et mercredi 9.
Vous avez la balade atelier où on vous attend aussi nombreux pour aller échanger sur les enjeux sur le site. Et pour ceux qui sont en présentiel, donc on a 3 stands au fond. On a un stand sur la concertation où vous pouvez vous inscrire et échanger sur les modalités et la prise en compte avec mes collègues et moi-même. Nous avons le stand sur les scénarios où vous pouvez aller regarder de plus près les scénarios. Il y a aussi les petites plaquettes à récupérer à la sortie et au fond sur le projet.